Merci pour cette invitation à laquelle j'essaie systématiquement de me rendre quand tu m'invites, cher Jean-Pierre, parce qu'il y a ici de nombreuses personnalités qui agissent quotidiennement, et je voudrais vous dire à toutes et à tous mon admiration et l'importance de votre soutien quotidiennement dans la cause que nous défendons et que nous avons en partage. Je voudrais adresser un message amical et d'admiration également à Jean-Pierre Kieffer qui, il l'a dit, est bientôt à la tête de cette belle association depuis 20 ans, avec tout le travail qui a été fait, des travaux récents qui ont été extrêmement importants pour les avancées, notamment sur les questions d'abattage rituel, avec la Cour européenne de justice. Félicitations pour ce travail de nouveau. Félicitations pour ton engagement, Jean-Pierre, pour celui de ton équipe, de Frédéric à tes côtés, et tout ton conseil d'administration. Et puis, une mention particulière forcément à Manuel Mersch, le vice-président que j'ai connu. On n'était pas... Ah non, mais toi, tu as encore tes cheveux et ils sont bruns, c'est bien, c'est à conserver. C'est la politique qui abîme plus vite. Puisqu'on était ensemble en classe préparatoire vétérinaire aux écoles vétérinaires à la Canale, au lycée. Donc ça remonte à 1983. Voilà, ça fait un certain temps qu'on se connaît, mais on ne s'était pas croisés depuis longtemps, et donc je suis très heureux de voir que maintenant tu vas reprendre le flambeau. Ça va être difficile parce que tu as à ta gauche un personnage clé sur cette question-là, Jean-Pierre, mais je sais que tu feras un travail remarquable. Merci enfin pour le masque que vous m'avez offert, ainsi qu'à toutes et à tous dans le joli sac en couleur cette année de l'OABA. Ce masque que je mettrai évidemment pour rentrer à l'Assemblée nationale, ce qui ne manquera pas de faire sourire ou parfois d'irriter certains de mes collègues parlementaires qui connaissent mon engagement sur ces questions. Alors je me sens ici chez moi et donc je vais improviser ou à peu près un mot et je vais centrer mon intervention rapide sur la question, ça a été indiqué, du référendum d'initiative partagée sur les animaux. Voilà, je voudrais vous rappeler, parce que je vais avoir, en tout cas ceux qui soutiennent, les parlementaires qui soutiennent ce RIP, je comprends que certains ne le soutiennent pas d'ailleurs parfaitement, en tout cas pour ceux qui le soutiennent, ils ont besoin d'être également accompagnés, et puis pour ceux qui n'ont pas soutenu, certains sont encore hésitants, et vous avez probablement un rôle important à jouer, donc je voudrais vous rappeler quelques arguments qui ont fait que moi-même je le soutiens. Il faut pour cela, et pour que ce référendum ait lieu, je voudrais vous expliquerai quelques éléments importants sur des questions, mais pour que la démarche avance et aille au bout, il faut qu'il y ait 185 parlementaires qui la soutiennent, sénateurs et députés, c'est-à-dire 20% des parlementaires français. Il y en a aujourd'hui, je ne sais pas exactement, moi je crois aux alentours de 140, il en manque donc 45, et ces 45-là vont être compliqués à trouver. Il ne faut pas se cacher les choses, même si un certain nombre d'entre eux, les manquants, sont hésitants. C'est sur ces hésitants qu'il faut agir, je pense, et apporter un certain nombre d'arguments. D'abord, la première chose qui est importante et que beaucoup n'ont pas forcément bien compris, c'est que ce n'est pas un référendum, ce référendum. C'est une proposition de loi. Une proposition de loi qui va dans les hémicycles du Sénat, de mon confrère et ami cher Arnaud, mais également évidemment de l'Assemblée nationale, dans ces deux hémicycles, dans ces deux assemblées, pour être débattue. Et je ne vois pas au nom de quoi est-ce qu'on pourrait refuser aux Françaises et aux Français de débattre de ces sujets dans les hémicycles, quitte même, pour certains parlementaires, s'ils le souhaitent, à rejeter cette proposition de loi, ou à rejeter une partie de cette proposition de loi. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter les 6 mesures telles qu'elles sont proposées au sein des hémicycles. Ça me paraît être un point important. Et certains parlementaires me l'ont d'ailleurs dit, et je les ai convaincus comme ça. Alors, ils m'ont dit, par exemple, moi, tu vois, sur les 6 mesures, il n'y en a qu'une que je souhaite défendre, parce que ça me paraît un truc absolument fou à abolir, c'est la question de l'élevage des animaux pour leur fourrure. Je dis, mais très bien. Explique que tu soutiens ce référendum uniquement pour une mesure et que pour les 5 autres, dans l'hémicycle, quand les sujets seront en débat, tu pourras les rejeter ou les amender de la façon que tu souhaites. Donc, première chose, ce n'est pas un référendum, c'est une proposition de loi qui devient un référendum de façon obligatoire par le président de la République si par hasard, les sénateurs et les députés ne s'étaient pas saisis du débat dans leurs hémicycles respectifs. C'est un point quand même qui est un point essentiel. Enfin, et ensuite, sur les 6 mesures, je ne rentrerai pas dans le détail, mais très rapidement, vous retrouverez probablement le courrier que j'ai envoyé à ces parlementaires, à mes collègues, pour les convaincre.
Sur la question de l'expérimentation animale, quand on s'en arrête à l'intitulé de la proposition, interdiction de l'expérimentation animale, évidemment que si j'avais lu ce texte en l'état, je ne l'aurais pas soutenu. En réalité, la proposition de loi, elle dit quoi? Elle dit interdiction de l'expérimentation animale quand des alternatives existent. Comment est-ce qu'on peut être opposé à cet aspect de la proposition de loi? Je dis par ailleurs que la France, sous la responsabilité de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, s'apprête, dans les semaines qui viennent, à annoncer la création de l'équivalent d'un centre de référence sur l'application de la méthode des 3 R, réduire, raffiner et remplacer les animaux d'expérimentation, pour inciter, pour pousser, pour apporter de l'information à la fois au comité d'éthique et également aux chercheurs, pour mettre en place de façon plus fluide ces méthodes alternatives quand elles existent, qui ne sont pas aujourd'hui utilisées de façon forcément, tout le temps, automatique, il faut le dire. Quand on parle de l'élevage en cage, à 2025, il faut là encore se dire qu'il y a d'abord eu des avancées qui ont été réalisées et opérées par le gouvernement en 2018 dans le cadre de la loi Egalim, qui ne vont pas assez loin, qui ont été d'ailleurs plus ou moins remises en question, réamendées, j'allais dire, sous la forme du décret d'application. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y avait à peine 20% des animaux qui étaient en cage, je parle des poules pondeuses, et qu'aujourd'hui, en 2020, il y en a environ 55%. Cette tendance, elle est, à mon avis, inéluctable. Elle est absolument observable de façon très claire, et que donc on est sur une logique qui... Est-ce que 2025 est une accélération? Probablement un petit peu. Est-ce qu'il faut accélérer? C'est pas impossible. Et donc on dit, très bien, acceptons donc cette mesure, et éventuellement, dans le cadre du débat dans l'hémicycle, si certains ne sont pas d'accord, passons à 2027, à 2028, peu importe, à 2030, à dans 10 ans. Mais en tout cas, allons dans cette logique-là. Troisième point, ça concerne la fourrure. Alors là, on marche sur la tête, je vous le dis franchement. On marche sur la tête. Aujourd'hui, les Hollandais, enfin les Pays-Bas ont interdit l'élevage des visons pour leur fourrure d'ici 2024, je crois. 2024. Ils ont en Hollande une tradition de fourrure forte. Il y a près de 200 élevages de visons en Hollande. Et il se trouve, figurez-vous, que depuis quelques mois, tous les visons de ces élevages sont abattus systématiquement. Pour une raison bien connue des scientifiques, c'est que le vison est un mustélidé qui a des récepteurs au Covid exactement identiques aux nôtres, qui est un modèle expérimental du Covid dans les labos scientifiques, et qui s'est avéré, ce vison a transmis le Covid, donc de l'animal vers l'homme, dans les élevages de visons hollandais. Les Hollandais abattent tous leurs visons en ce moment, je ne sais même pas où ils en sont et s'ils ont fini, enfin en tout cas ça a commencé mais il y a déjà plusieurs mois. Et en France, on a 4 élevages de visons et on n'est pas capable de faire cette démarche. L'impact économique est probablement il est existant, il faut en tenir compte. Il faut également, dans le cadre du débat dans l'hémicycle, débattre et amender cette proposition de loi pour peut-être compenser par des mesures économiques et d'accompagnement social les éleveurs de visons en France, les éleveurs des 4 élevages de visons français. Je vais continuer. Enfin, les animaux avec spectacle avec animaux, là aussi, probablement des aménagements à opérer, des amendements à porter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la démarche, elle est claire aujourd'hui en Europe et dans le monde. On va de moins en moins vers les spectacles avec animaux sauvages, je pense en particulier au cirque et au delphinarium. C'est une réalité européenne, c'est une réalité aujourd'hui, peut-être pas mondiale, mais enfin dans des grands pays, on observe cette démarche-là, et donc il ne me semble pas inconcevable, loin de là, bien au contraire, d'abolir, enfin en tout cas d'interdire la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Les chasses traditionnelles, il y a un bon exemple, j'en suis fier, j'ai pas été le dernier député à œuvrer pour faire en sorte que la chasse à la glu soit interdite. Je ne suis pas un anti-chasse, ça n'est pas mon activité, je ne l'ai jamais pratiqué, je ne la pratiquerai jamais, j'en suis absolument certain. J'ai rien au fond contre les chasseurs qui font une chasse, j'allais dire, la plus respectueuse possible de l'animal, en tout cas qui tue l'animal dans de bonnes conditions. Voilà, simplement, il existe des chasses aujourd'hui en France qui sont ces chasses rassemblées dans un terme traditionnel et qui sont des chasses dont on sait qu'elles sont cruelles pour l'animal. On n'est pas obligé de maltraiter un animal, même quand on chasse. La vénerie souterraine, la chasse à la glu, la chasse à la matone, à la tandelle, toutes ces chasses-là sont des chasses cruelles. Les images, qui ne sont pas forcément toutes les réalités, sont en tout cas une réalité. Ces images qui ont été tournées par des associations connues sur la place aujourd'hui, eh bien, il faut, je pense, mettre un terme rapidement à ces chasses.
Dernier point, l'élevage intensif. Alors là, ça a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, ça déchaîne les passions au sein des parlementaires qui disent « En fait, tout ça, c'est une histoire d'abolitionnistes, ces gens sont des abolitionnistes et ils veulent abolir la consommation de viande. » Je ne suis pas antispéciste, je mange un steak tartare une fois par semaine, voilà, ce que ça vous plaise ou ça ne plaît pas, moi c'est comme ça que je mange, je diminue ma consommation de viande comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, mais en tout cas, on ne peut pas dire de façon sérieuse que ce référendum soit un référendum pour abolir l'élevage. En regardant dans le détail également la proposition de loi, on se rend bien compte que, en réalité, ce n'est pas du tout une abolition de l'élevage, c'est la possibilité offerte aux animaux en bâtiment fermé d'accéder à l'extérieur dans 20 ans. Je ne sais pas, mais il n'y a rien de délirant dans cette affaire-là. L214, il faut le dire, a été effectivement pointé du doigt, et moi je répète systématiquement qu'il n'y a pas que L214 qui soutient ce référendum d'initiative partagée, il y a également l'OABA, l'ALFDA, Louis, CIWF, Wellfarm, toutes ces grandes et belles associations welfaristes qui ont au fond d'elles-mêmes, comme je l'ai moi-même, la volonté d'améliorer les conditions de vie des animaux avec lesquels nous vivons, de faire en sorte que cette cohabitation se passe bien. On n'est pas obligé, dans notre pays, en tant qu'êtres humains, de maltraiter un animal de sa naissance à sa mort. Et sur chacun des stades de sa vie, il y a d'immenses marges de progression pour faire en sorte que la vie animale se passe mieux. Je compte donc sur vous. Vous êtes des leaders d'opinion de la protection animale pour relayer les propos que je viens de tenir auprès de vos parlementaires dans vos circonscriptions. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom de vos parlementaires dans vos circonscriptions, mais regardez, c'est assez simple à trouver. Et allez leur parler, allez leur expliquer que tout ça, en fait, est quelque chose de tout à fait raisonnable et que surtout, ils ne sont pas obligés d'accepter les 6 mesures, ils peuvent en accepter quelques-unes, mais en tout état de cause, qu'ils ne peuvent pas refuser aux Français le débat que ces Français leur demandent depuis de nombreuses années. Merci pour votre soutien à ce RIP.